J'envoie. Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire sur la sobriété énergétique. Quelles mesures privilégier? Comment mobiliser les usagers? C'est notre 4e rendez-vous dans notre web-série consacrée à la crise énergétique. L'idée aujourd'hui, c'est de vous aider à réaliser des économies d'énergie dès cet hiver. Donc, nous avons invité le CEREMA et l'IFPEB, qui sont deux acteurs très compétents dans ce domaine-là, qui vont nous donner des bonnes pratiques à l'approche de l'hiver. Alors, je remercie Mireille Duvigneau et Guillaume Notelet qui ont accepté de co-animer avec moi ce webinaire. Mireille, vous êtes chargée d'études gestion de patrimoine immobilier à la CEREMA, c'est bien ça? Exactement. Bienvenue, bonjour merci à vous. tous. Et Guillaume Notelet, vous êtes chargé de projet du championnat de France des économies d'énergie à l'IFPEB. Tout à fait. Bonjour à tout le monde. Merci à vous d'avoir accepté cette intervention. Alors, nous allons prendre 45 minutes ensemble, donc jusqu'à 12h45. Pendant 30 minutes, nous allons vous faire une présentation avec 3 thèmes. Donc, dans un premier temps, on va vous expliquer pourquoi c'est important d'économiser l'énergie, alors de manière générale et encore plus dans le contexte actuel de crise énergétique. Dans un deuxième temps, l'idée, c'est de vous donner des idées pour agir, de vous aider à prioriser les actions pour réaliser des économies d'énergie qui soient efficaces. Et parfois, vous verrez qu'on n'a pas besoin de faire des gros investissements pour réaliser des économies importantes. Et dans un troisième temps, on va vous présenter une démarche qui s'appelle la démarche Cube. En fait, c'est un concours, c'est un championnat dans lequel les établissements peuvent s'engager pour réaliser des économies. Et donc, Guillaume nous présentera un retour d'expérience du collège Simone Veil, qui a un établissement qui s'est engagé dans une démarche d'économie d'énergie qui a été très efficace. Donc ça sera pendant 30 minutes et ensuite pendant 15 minutes, on répondra à vos questions. Voilà, vous pouvez poser vos questions dans le chat, dans le Q&R et on prendra 15 minutes pour y répondre. Alors, je vous laisse la parole. Oui. Sur cette première partie, pourquoi réaliser des économies d'énergie? Alors, pourquoi réaliser des économies d'énergie? Dans un premier temps, on sait que les bâtiments, et en particulier le secteur tertiaire, est un poste très consommateur d'énergie. Donc, c'est un acteur essentiel qui doit être mobilisé pour prendre en main notre destin climatique et énergétique. Donc, le secteur du bâtiment, c'est à peu près 49% de la consommation d'énergie globale. Le tertiaire, c'est en général 43-45%, tout dépend des types de bâtiments que l'on prend. Deuxième point, les économies vont être nécessaires à moyen terme pour respecter le dispositif éco-énergie tertiaire. Je crois qu'il y a déjà eu des webinaires sur cette thématique. Et donc, particulièrement tous les bâtiments tertiaires de plus de 1000 m² sont concernés et donc doivent réduire drastiquement leur consommation d'énergie de moins 40 à moins 60% aux échéances 2030, 2040 et 2050. Les économies vont également être nécessaires en France pour que la France puisse tenir ses engagements au niveau européen et puis aussi pour que l'on puisse passer sereinement l'hiver qui s'annonce, même si jusqu'à présent le climat était plutôt clément. Si on veut être certain de pouvoir tenir en termes d'énergie pour l'hiver, il est important que chacun, à son niveau, maîtrise ses consommations d'énergie et d'une manière générale, que ces consommations soient réduites de 7% cet hiver par rapport à l'hiver dernier. Si ce n'est pas réalisé, il y aura des mécanismes sans doute qui seront mis en place, des incitations financières qui vont contraindre quelque part à réduire ses consommations d'énergie. Et puis surtout, face au contexte actuel où le prix de l'énergie s'envole, est parfois multiplié par 3, 4, voire 10 dans certains cas, eh bien c'est le seul moyen efficace pour faire de réelles économies, non seulement énergétiques, mais aussi financières.
Et donc, il est important d'agir sur le chauffage parce que d'une manière générale, le chauffage, c'est le premier poste de consommation énergétique de nos bâtiments. Et donc, pour cela, hors gros travaux, bien entendu, nous avons 3 leviers d'action sans investissement lourd. On a tout ce qui va être petits travaux. Ça va être par exemple l'installation de systèmes de régulation. C'est un levier important puisque rien que ce levier permet dans la plupart des bâtiments de faire de 20 à 25% d'économie d'énergie. On a aussi les robinets thermostatiques, alors soit qui doivent être mis en place s'il n'y en a pas, soit qui doivent être changés lorsqu'ils sont vétustes, puisque les robinets thermostatiques ont un mécanisme qui a une durée de vie limitée dans le temps. Et donc, ça sera le meilleur allié pour à la fois maintenir et assurer une température correcte dans les bâtiments, tout en maîtrisant les consommations d'énergie. Il n'est pas nécessaire de surchauffer les locaux, il faut assurer une température correcte et sans plus. Et donc le robinet thermostatique permet cela. Ensuite, on va avoir tout ce qui touche à l'exploitation maintenance des bâtiments. Donc il est important de faire les bons réglages sur tous ces équipements, de programmer la juste température au sein des locaux, au sein des différents locaux, en fonction des usages de ces locaux. Bien entendu, on ne chauffera pas de la même manière les salles de classe, par exemple, les bureaux ou les gymnases ou les circulations, par exemple. Il est aussi important d'avoir conscience que chaque degré économisé, chaque degré en moins sur un bâtiment permet d'économiser de 5 à 10% d'énergie. Donc c'est très important de maîtriser la température au sein des bâtiments. Il faut aussi penser à entretenir tous les systèmes, tous les équipements. Alors ça semble évident, mais ce n'est pas inutile de le rappeler. Il est important d'assurer, par exemple, les purges de tous les réseaux de chauffage dans les établissements. Il y a souvent des réseaux longs et importants, et donc il est important de les purger pour enlever l'air qui va perturber la circulation dans les réseaux et perturber donc l'équilibre des réseaux et donc le maintien de la température correcte dans l'ensemble du bâtiment et générer parfois des inconforts. Il est important de vidanger les pots à bout lorsque ceux-ci sont présents, par exemple, dans les chaufferies. S'il n'y a pas de présence de pots à bout, il est important de désembouer les réseaux de temps en temps, si nécessaire, et éventuellement de mettre en place ces pots à bout pour simplifier ces entretiens. Autre point, l'enfant pauvre en général dans le bâtiment, c'est la ventilation. Et pourtant, c'est un point important puisqu'on sait que avec la présence humaine dans les bâtiments, on apporte de l'humidité. Et plus l'air est humide, plus il sera difficile à chauffer. Donc, il est important de renouveler l'air suffisamment dans les locaux. Et ensuite, troisième levier, et pas des moindres, c'est tout ce qui va être usage. Là, il est important, même si donc chacun a son confort, a sa propre zone de confort, il va être important de sensibiliser tous les occupants, de les impliquer, d'impliquer chacun d'eux. Et donc pour ça, il faudra multiplier donc les supports et les canaux de communication. Faire des journées de sensibilisation, par exemple, faire une journée, on a vu par exemple des journées gros pulls, par exemple gros pulls de Noël, par exemple avant la période de Noël, ça peut à la fois avoir un côté ludique et puis faire prendre conscience qu'en hiver, on adapte sa vêture au climat. On peut en profiter aussi pour faire un questionnaire auprès des occupants lors de cette journée. On va aussi, par exemple, généraliser la mise en place de thermomètres dans les locaux pour que chacun puisse voir la température réelle, parce qu'il y en a une sensibilité qui peut être différente d'un occupant à un autre, mais la température est un élément factuel. Et puis, on va sensibiliser aussi les occupants par rapport à la position au sein du bâtiment. Il peut y avoir dans certains bâtiments mal ou peu isolés, ou là où il y a de très importantes parois vitrées, si on est trop près de ces parois, on peut avoir un effet de parois froides
qui altèrent la notion de confort auprès des occupants. Donc c'est important d'en tenir compte. Et puis, c'est important, par exemple, en participant à un concours, ça permet d'embarquer l'ensemble de la communauté éducative, de les impliquer. Par exemple, on peut impliquer les élèves en les faisant participer à la réalisation d'affiches pour sensibiliser le reste des occupants, à la création de petits nudges, de petites étiquettes qu'on va mettre, par exemple, à côté des interrupteurs dans les salles de classe. Ils vont ainsi être sensibilisés tout en étant impliqués et on va ainsi mobiliser toute la communauté éducative. Merci Mireille, c'est intéressant parce que ça montre que sans gros investissements, un établissement peut réaliser des économies importantes juste en regardant les systèmes de régulation et en optimisant les réglages. Alors juste une question, vous avez parlé de juste température. C'est vrai que dans un établissement scolaire qui est inoccupé une grande partie de l'année pendant les vacances scolaires et les grandes vacances, qu'est-ce qu'on appelle juste température en période d'occupation ou hors occupation? Peut-être quelques éléments par rapport à ça. Donc, comme ça a été rappelé, déjà la notion de température et du suivi des températures est très importante. Elle est primordiale dans l'enjeu de faire des économies d'énergie dans des bâtiments. Donc, ce qu'on sait, c'est que le gouvernement, via une note ministérielle, recommande dans tous les bâtiments tertiaires une consigne de température de 19 degrés en hiver. 19, c'est frais. Mais entre 19 et 20 degrés, on voit qu'on a une température de chauffage moyenne qui est relativement correcte. Donc, pour rappeler un petit peu et pour se saisir de cette question du suivi des températures dans les établissements scolaires, ce qu'il est possible de faire, un levier vraiment efficace, est d'installer en fait des capteurs de suivi de température pour pouvoir suivre concrètement les températures ambiantes à différents points du bâtiment. Donc ça a deux intérêts. Le premier, c'est de suivre qu'on est aux alentours, en période de chauffe classique, qu'on est aux alentours de 19 à 20 degrés en période d'occupation. Mais la deuxième chose, c'est aussi de pouvoir s'assurer qu'il y a bien en place des réduits de nuit ou de week-end ou de vacances scolaires pendant toutes ces périodes d'inoccupation et de s'assurer que la température de consigne est bien diminuée pendant ces périodes. Donc là, ce qu'on vous présente, c'est une méthodologie pour mettre en œuvre cela. Donc ce qu'on voit, c'est qu'à l'échelle du bâtiment, on vient identifier, créer un plan pour la mise en place de ces capteurs dans des salles de classe qui sont représentatives, à la fois par leur occupation, mais aussi par leur orientation et leur exposition dans le bâtiment. On vient mettre en place ces équipements nomades, ces capteurs nomades, pour faire un suivi de température qui nous donne les courbes qu'on peut voir à gauche. Donc ces courbes sont intéressantes. Alors là, c'est un petit extrait simplement pour montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec ces courbes de suivi de température. Ce qu'on voit là, en l'occurrence, c'est une relance du chauffage à la suite d'un réduit de week-end. Donc c'est la relance du lundi. Donc ça nous permet rapidement d'identifier plusieurs choses. D'abord qu'à l'heure de 9 h, donc au début des premiers cours le lundi matin, la plupart des locaux sont en température, sont aux alentours de 20 degrés. Par contre, on voit qu'on a voire deux salles de classe qui est un peu faible. Donc ça nous permet en fait très rapidement de nous poser des questions sur qu'est-ce qui se passe, quelles sont les pathologies du bâtiment, d'une part comment on peut optimiser, d'autre part comment on peut régler le problème thermique. Donc ça, il y a de grandes manières de mettre en œuvre ces dispositifs d'1 à 2 semaines de suivi. C'est en passant par l'exploitant des installations énergétiques, le mainteneur, donc en lui demandant de faire ce travail additionnel, soit en passant par un bureau d'études extérieur qui peut faire cette petite mission assez rapidement pour lancer un peu une dynamique d'économie d'énergie. Alors vous avez parlé de réduits pendant la nuit et les week-ends. Quelle est la température recommandée en période de réduction? Alors le réduit, ce dont on a besoin en fait pour un réduit, à partir du moment où il n'y a pas d'occupation humaine dans un bâtiment, ce qu'il importe, c'est de protéger les installations, donc de protéger les équipements et le bâtiment. Donc on considère plutôt qu'on peut mettre en hors-gel un bâtiment le week-end ou les vacances scolaires. Donc on est aux alentours de 8 à 10 degrés sur une température de hors-gel classique. Et la nuit? Et la nuit, c'est un peu plus légèrement plus élevé, mais on peut dire entre 10 et 15 degrés pour la nuit. D'accord.
Alors, on a parlé du premier levier qui est le chauffage, qui est le levier le plus important, hein, mais je crois que Mireille, vous vouliez nous parler d'autres postes de consommation qui peuvent être optimisés. Oui, bien sûr, si le chauffage est le plus important, mais il y a d'autres postes de consommation. Dans nos bâtiments, on a tout un tas d'équipements et entre autres, on a tout ce qui va être éclairage. Et en particulier en période hivernale, eh bien, on va utiliser l'éclairage artificiel, aussi bien en intérieur qu'en extérieur pour sécuriser l'accès aux locaux. Et donc, il va être important de maîtriser ces consommations-là. Dans un premier temps, en veillant à ce que les équipements en place soient, on va dire, de faible consommation. Donc, on pourra, par exemple, mener des opérations de relamping, soit par étape, soit globale, en mettant en place des pavés LED, par exemple, plutôt que des tubes néons. Et là, on va réduire assez considérablement les consommations, hein. On va diviser par 4 voire 10 la consommation des équipements. Mais on peut aussi mettre en place tout ce qui va être des capteurs, des commandes automatiques, alors soit des capteurs de mouvement, des capteurs liés à la luminosité, en sachant que ces capteurs, il est important qu'ils soient bien positionnés, donc il faut que les études de mise en place soient correctement réalisées, sinon ça peut engendrer des dysfonctionnements ou en tout cas des inconforts. Donc on va mettre ces capteurs plutôt dans les circulations, dans les couloirs, dans les sanitaires, on évitera de les mettre plutôt dans des salles de classe ou des bureaux. Même lorsqu'il y a des capteurs de luminosité, c'est assez sensible, donc voilà, il faut vraiment qu'ils soient bien positionnés et que les équipements soient bien choisis également. Dans les bureaux, par exemple, on pourra préférer plutôt des éclairages d'appoint qui permettent, par exemple, si on est, par exemple, des bureaux où on peut être des fois 2 ou 3 occupants, plutôt que d'allumer l'ensemble du bureau, eh bien peut-être s'il y a un seul occupant à un moment donné, qu'il utilise son éclairage d'appoint. Et puis, on va favoriser l'éclairage naturel au maximum, donc avec la présence des vitres, mais les vitres, il faut qu'elles soient également entretenues pour éviter qu'elles soient trop sales et que la lumière soit réduite. Qu'on évite de placer devant aussi parfois des étagères ou des piles de dossiers, ça arrive, on le voit régulièrement. Sensibiliser tous les occupants à l'extinction des lumières, donc on peut mettre en place des brigades de l'énergie, sensibiliser certains élèves dans les classes qui vont se faire une joie de vérifier à la sortie de chaque cours que tout est bien éteint. Et puis, surtout, on peut aller voir le gardien qui généralement a un pupitre pour forcer l'éclairage et voir avec lui que le pilotage de ce pupitre est fait de manière la plus optimale possible afin que l'éclairage ne soit pas forcé en période d'inoccupation et qu'il soit bien au contraire forcer l'extinction en période d'inoccupation. Donc là, il y a vraiment un travail à faire avec le gestionnaire du bâtiment et puis le gardien ou la personne en tout cas qui a la charge de ce pupitre pour que tout soit correctement réglé. Oui, par rapport à cette question de la gestion des pupitres, c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion de voir à plusieurs reprises en faisant des audits sur l'éclairage de groupes scolaires, notamment un groupe scolaire dans le Val-de-Marne. Et donc le gardien, donc c'était les installations, disons, lumineuses étaient très bien, très bien gérées avec des équipements assez performants de gestion, des régulateurs de gestion de l'éclairage avec des capteurs, etc. Et ce qu'on voyait, c'est que dans la loge du gardien, il y avait un pupitre qui permettait de forcer l'éclairage, en particulier la nuit, pour faire des rondes ou autres besoins. Et la gestion de cet éclairage par le pupitre était faite de manière quotidienne et forcée par le gardien. Donc, ce qui forçait en fait tout l'éclairage des circulations du bâtiment tous les jours d'occupation en tout cas. Et lorsqu'on s'est rendu compte de ça, en déforçant uniquement tous les commandes d'éclairage auprès du gardien, on peut faire des économies qui sont assez drastiques. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer dans les groupes scolaires, bien s'assurer de où est la commande et les dérogations des commandes d'éclairage, et est-ce qu'elle existe bien dans un local. Parce que là, on a des beaux potentiels d'économie d'énergie à faire.
peut aussi parler des appareils électriques? Oui, tout à fait. Dans tous nos bâtiments, on a tout un tas d'appareils électriques qui vont des ordinateurs aux vidéoprojecteurs, en passant par les imprimantes et les tableaux numériques. Et donc là, l'essentiel, ça va être vraiment de sensibiliser l'ensemble des occupants qui utilisent ces équipements. On pourra entre autres mettre en place des veilles, alors des veilles courtes sur par exemple les ordinateurs, sur tout ce qui va être imprimante, pour qu'il y ait une relance rapide, mais aussi des veilles plus longues, par exemple sur la pause méridienne ou en fin de journée pour la nuit. Pour les imprimantes, on sait qu'il est préférable d'avoir une imprimante, on va dire, plus importante, plus performante, utilisée par un nombre d'utilisateurs plus important également, plutôt que chaque personne, par exemple au service administratif, ait son imprimante individuelle. On va mutualiser le matériel et on va mettre en place sur ces équipements autant que possible des veilles. Et là aussi, il faudra s'assurer que ces veilles sont correctement mises en place. Donc, on pourra utiliser des petits compteurs d'énergie pour vérifier que les veilles sont correctement installées. Pour tous les autres équipements, on peut en plus mettre des multiprises avec un interrupteur, ce qui permet à chaque utilisateur en fin de journée, une fois qu'il a éteint son ordinateur, son écran, de couper aussi la multiprise sur laquelle ces équipements sont installés. Et comme ça, on est vraiment sûr qu'il n'y a plus de consommation résiduelle des équipements qui sont branchés et utilisés. Comme je disais tout à l'heure, on peut mettre en place des brigades de l'énergie dans les classes, entre autres, pour aussi sensibiliser tous les élèves. Et puis, à tour de rôle, par exemple, on va nommer une personne ou 2 personnes responsables au sein de la classe et la semaine, ils seront chargés, à la fin, lorsqu'ils quittent la salle, de vérifier que les équipements sont bien éteints, les lumières éteintes et puis tout est débranché, par exemple. On va là encore mettre en place de la communication. On va donc varier les supports de communication. Là, on voit qu'il y a une petite étiquette à côté des interrupteurs pour le tableau numérique. Ces petites étiquettes, elles peuvent être réalisées aussi par les élèves, ce qui permet de les impliquer, de les sensibiliser. Ils seront très heureux de pouvoir aussi montrer leur talent et leur créativité. En termes de consommation électrique, on a aussi tout ce qui va être les appareils en cuisine. Donc là, c'est important de vérifier le plan de gestion des équipements de la cuisine, par exemple le plan d'allumage des fours. Donc là, il sera important de communiquer avec la société de restauration et voir éventuellement réaliser un avenant au contrat pour bien les sensibiliser à la démarche qui est mise en place, et puis pour que la gestion des fours, entre autres, puisque c'est vraiment un gros poste de consommation, soit correctement réalisée. Donc là, en général, on a aussi une grosse marge de manœuvre. Il y a aussi tout ce qui va être appareil réfrigérant, donc des frigos, les congélateurs. Là, pareil, dégivrer ces équipements régulièrement, donc ça, c'est généralement fait. Mutualiser, c'est-à-dire qu'en période de congé, on va regrouper autant que possible toutes les denrées qui doivent être conservées au froid dans un minimum d'équipement pour vider et éteindre les autres, en particulier donc les vacances et en particulier les vacances estivales. Merci Mireille. C'est intéressant de voir qu'en fait, il y a beaucoup d'actions qui sont simples et qui permettent de réaliser des économies importantes. C'est bien ça? Tout à fait. C'est vraiment en impliquant tous les occupants et en jouant sur un maximum, on va dire, de leviers qu'on va pouvoir impliquer et réduire ces consommations. Et c'est possible. Merci Mireille, c'est une excellente transition avec l'intervention de Guillaume qui va vous aider et vous conseiller, vous expliquer comment mettre en place une démarche participative. Vous pouvez peut-être, Guillaume, avant de commencer votre présentation, expliquer ce qu'est le concours Cube et ce qu'est le concours CubeS dont vous allez beaucoup parler puisque vous avez présenté un retour d'expérience du concours CubeS. Oui, tout à fait.
Donc l'IFPEP porte depuis maintenant 7 ans le concours Cube, qui est à destination de l'ensemble des bâtiments tertiaires qui souhaitent s'inscrire dans une démarche d'économie d'énergie. Donc le concours Cube, c'est un concours qui permet d'inscrire un bâtiment, ou plusieurs bâtiments, pendant 1 an, et de faire un maximum d'économie d'énergie. Par rapport à une situation de référence qui est calculée, le bâtiment, pendant son année d'inscription, fait un maximum d'économie d'énergie et se retrouve stimulé par un ensemble de choses que nous participons à créer pour faire des économies d'énergie sans investissement. Donc ça, c'est pour la partie cube tertiaire. Et ensuite a été créé donc, le concours Cube S, que je vais présenter, qui était destiné uniquement aux bâtiments scolaires, mais qui pour le moment a été mis entre parenthèses. Donc l'implication, donc le concours Cube repose sur l'implication des occupants. Donc ce qu'on constate, c'est que cette implication des occupants, de manière concrète, dans le cadre du concours, permet, on le mesure, de faire entre 10 et 15% d'économie d'énergie sans investissement majeur. Donc ça passe notamment par l'implication des utilisateurs des bâtiments pour faire ces économies. Donc pour créer cette démarche, commençons à avoir une expérience pour créer cette démarche. Ce qu'on recommande en particulier, c'est de commencer par créer une équipe de référents, qu'on peut appeler de différentes manières, des ambassadeurs énergie, des référents énergie, qui seront le relais au sein d'un ou plusieurs bâtiments de dynamique d'économie. Ensuite, ça passe aussi par toute une partie communicationnelle, comment engager les gens, les occupants, qui ne sont pas forcément touchés par ces questions, de manière générale. Donc, ce que nous participons à faire, c'est la création de newsletters à l'IFPEB pour impliquer les gens, par exemple. Ensuite, on passe au diagnostic, dont on a déjà parlé, diagnostic, technique, humain, et puis ensuite, on passe aux actions, donc des ateliers, des jeux, des événements, jusqu'à la clôture du concours, pour ensuite remettre les trophées aux différentes personnes et aux différents occupants qui ont réalisé ces économies. Donc voilà, de manière un peu plus concrète, ce que je vous propose, c'est de vous parler en fait du retour d'expérience d'un établissement. Donc c'est le collège Simone Veil, qui a été inscrit au concours CUBES donc en 2019, l'année dernière. Donc ce bâtiment est assez particulier parce que c'est un bâtiment tout à fait récent. Il date de 2019, il est très performant, donc il a des certifications environnementales. Donc des murs trombes, donc des murs qui permettent de récupérer la chaleur, une construction bioclimatique. Et donc ce bâtiment assez exemplaire présente des performances énergétiques qui sont assez bonnes, donc de 94 kWh par mètre carré par an, de consommation toute énergie confondue. Donc c'est assez bon par rapport à ce qu'on constate et l'ensemble des bâtiments scolaires qui sont inscrits dans notre concours, qui sont plutôt de l'ordre de 229 kWh par mètre carré par an. Donc ce collège Simone Veil, comment peut-il, via des actions de sobriété, en fait, continuer de faire des économies d'énergie malgré qu'il soit très performant? Donc c'est la question qu'on va se poser maintenant. Donc ce qu'on voit d'abord, c'est que sur quoi repose le concours Cube et les dynamiques de sobriété, c'est sur 2 pieds. Le premier, c'est la partie sensibilisation. Cette sensibilisation, globalement, elle passe par des éco-gestes, des formations, des événements, en fait, qui permettent de sensibiliser l'ensemble des occupants aux questions énergétiques. Ça, c'est un premier volet. Le deuxième volet, complémentaire, c'est l'optimisation des réglages. L'optimisation, les réglages, de manière à mettre en équation l'occupation d'un bâtiment avec ses installations techniques. Et donc c'est ce que je vais vous présenter, maintenant. Ce qu'on voit, c'est que malgré le fait que ce bâtiment était initialement assez performant, il a quand même réussi en 1 an et sans investissement majeur à faire 22,8% d'économie d'énergie. Donc maintenant, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui a été mis en place comme action dans ce bâtiment. Donc d'abord pour la première partie, donc le volet sensibilisation.
La première des choses qui a été faite, c'est la création d'un club d'éco-délégués. Alors, la photo précédente nous a montré l'une de ces éco-délégués, qu'on aura l'occasion d'entendre tout à l'heure. Donc, ce club d'éco-délégués qui réfléchissent à différentes choses, et notamment qui ont réfléchi à créer une opération qui s'appelle « Je pars, j'éteins ». Donc, ils se sont retrouvés et ont fait une cartographie des points d'éclairage des bâtiments dans lesquels il y a des interrupteurs, et donc où potentiellement l'éclairage pourrait être oublié. Donc, afin de s'assurer qu'il y ait bien un tour, une ronde qui soit faite tous les soirs afin d'éteindre l'ensemble de ces points d'éclairage. Ensuite, la direction de l'établissement a participé à des communications sur le site à travers 2 canaux. Donc, le premier canal, c'est donc via le site web de l'établissement, et le deuxième, c'est via la plateforme Pronote qui permet de communiquer à l'ensemble de la communauté enseignante du bâtiment. Mais également, et là on va laisser la parole donc à notre éco-délégué nous présenter une autre action qui a été réalisée. Donc voilà, ce qui est intéressant en tout cas de voir ça. Donc là, c'était lors de la remise des trophées du concours Cubes. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la création de cette dynamique, lorsqu'elle fonctionne bien, permet de faire se rencontrer, de faire se rencontrer des gens qui n'ont pas l'occasion de se rencontrer habituellement, de créer des dynamiques qui sont stimulantes et qui portent toutes sortes d'initiatives qui permettent de fédérer quelque chose. Donc le deuxième axe, le deuxième volet, comme je l'ai dit, c'est la partie réglage. Donc quelles actions ont été réalisées sur ce groupe scolaire Simone Veil, sur ce collège Simone Veil? Donc ce qui a été fait d'abord, c'est la réunion hebdomadaire des équipes techniques qui a été constituée pendant le concours, qui n'avaient pas l'occasion de se rencontrer. Donc se sont rencontrés des techniciens, gardiens, des responsables d'occupants, parfois les éco-délégués aussi, qui ont pu réfléchir ensemble à la manière dont fonctionnent les systèmes et le bâtiment. Ensuite, lors de ces réunions hebdomadaires, était question des réglages assez fins de la GTB, donc la gestion technique du bâtiment, qui est en fait un système de domotique à l'échelle des bâtiments tertiaires. Donc ça, la GTB n'est pas toujours tout à fait correctement exploitée. Et là, ils sont assurés finement que les réglages et le fonctionnement de la GTB et du bâtiment étaient bien opérationnels. Malgré tout, comme c'est un bâtiment récent, 2019, il reste encore des problèmes. La GTB ne réussissait pas à faire toutes les actions qu'on lui demandait. Donc, ce qu'ils ont mis en œuvre, c'est une extinction manuelle et donc discuter dans ces réunions, extinction manuelle du chauffage pendant les périodes scolaires. Extinction manuelle et rallumage, donc juste avant la rentrée. Donc, ce qui a permis aussi de faire ces économies assez drastiques. L'une des choses qui a été déjà présentée tout à l'heure et qui a été réalisée par ce collège, c'est la réunion avec les équipes de cuisine. Donc la cuisine est aussi un poste de consommation assez important sur des établissements scolaires, et on voit que réfléchir à l'organisation du travail, notamment retardement de l'allumage du four, des hautes d'extraction, est porteur de pas mal d'économies, et parfois simplement en questionnant les usages des responsables ou des cuisiniers, on peut se rendre compte qu'il y a des automatismes qui sont pris. Par exemple, certaines équipes arrivent le matin et puis allument tous les équipements pour le préchauffage. On se rend compte que parfois, ces habitudes et ces routines de travail peuvent être mises en question, et voilà, ce qui est assez porteur. Donc ça, c'est un point assez intéressant de la dynamique de sobriété. C'est une dynamique qui vient par le bas.
C'est-à-dire qu'on considère à l'IFPEB que ce sont les occupants les mieux placés pour pouvoir dire qu'est-ce qui va fonctionner pour faire des économies d'énergie et pour repenser la manière de vivre ensemble. Donc là, cette identification et tout ce travail, ces initiatives, elles viennent du terrain. Elles viennent de la discussion des équipes, comme j'ai pu le montrer à travers ces exemples de retour sur expérience. Donc, il est nécessaire de solliciter les utilisateurs et de créer des cadres de discussion entre utilisateurs pour pouvoir faire du brainstorming, repenser les usages et trouver des initiatives, comme ça a pu être présenté. Donc, ce qu'on voit avec ce retour sur expérience, c'est que l'ingrédient principal de la victoire d'une dynamique de sobriété, c'est faire se rencontrer les gens et qu'ils discutent entre eux des questions qui se posent pour créer une dynamique vertueuse. Donc concrètement, l'organisation du concours Cube tertiaire se passe de cette manière. L'inscription est sur un an. Elle a un coût de 1 050 € par bâtiment inscrit pour l'ensemble du suivi. L'inscription à la plateforme, la création des situations de référence en fonction des conditions météorologiques, la création de newsletter, un ensemble de mise à disposition de documents qui permettent, et d'une méthodologie qui permet de mettre en place ce qu'on a pu voir à travers l'exemple du groupe du collège Simone Veil. Et cette inscription, donc les inscriptions sont ouvertes maintenant, en sachant que, comme on l'a dit, c'est le moment de la période de chauffe qui est le moment le plus important pour faire des économies d'énergie. Donc vous êtes invités, en tout cas, vous pouvez vous inscrire dans la démarche du Cube tertiaire dès maintenant. Merci Guillaume. Alors, je vais refaire un petit point peut-être sur Cube et Cubes pour être sûr que tout le monde ait bien compris. En fait, il y a un concours Cube, c'est ça, c'est la démarche Cube tertiaire, qui est un championnat pour aider les bâtiments tertiaires à réaliser des économies d'énergie. Et des établissements scolaires peuvent s'inscrire à cette démarche Cube, donc à ce concours Cube, pour avoir accès à ce que vous venez de dire, Guillaume, donc un accompagnement en fait pour un accompagnement pendant une année, c'est bien ça, pour mobiliser le collectif, bien communiquer, des remises de prix, etc. Le retour d'expérience que vous nous avez proposé avec Simone Veil, c'était le concours Cubes. Donc le concours Cubes, c'était un cube scolaire, le S c'est pour scolaire, et c'est en fait un concours qui était organisé par l'IFPEB et le CEREMA, réservé aux établissements scolaires. Donc je crois qu'on en discutait tout à l'heure, vous avez recueilli, il y a plus de 1000 établissements qui ont participé au concours, donc c'est ça qui vous a permis notamment de nous donner tous ces conseils qui sont issus en fait de votre expérience terrain, de tout ce que vous avez pu observer dans ces 1000 établissements. Et donc, c'est grâce à ce concours que vous avez aussi observé que la première année, on peut faire 5 à 10% d'économies sans investissement lourd. Et puis, il y en a qui peuvent même aller, comme vous l'avez dit, jusqu'à 20 à 25. Exactement. On a même des records à plus de 30% d'économie d'énergie sur une année. Effectivement. Et merci pour ces précisions. Grâce à des actions qui sont simples et peu coûteuses. Donc, c'est pour ça que ça nous intéressait de vous faire intervenir, et c'était de montrer aux établissements qu'en fait, en s'engageant et en étant accompagnés, parce que parfois, d'y aller tout seul, on ne sait pas trop par quoi commencer, ça peut être très efficace, même à court terme, donc même dès cet hiver. Alors, on a passé les 30 minutes. On va prendre 5 minutes pour répondre à vos questions. Juste pour... on conclura après. Ouais, on va répondre aux questions et on conclura après. Est-ce que Mireille ou Guillaume, vous voyez des questions dans le Q&R? Moi, je n'en vois pas. Et moi non plus. Non. On n'a pas encore de questions. Ça va peut-être venir. Alors moi, j'avais une question. Vous avez parlé de ventilation des salles. Je me demandais si c'était des ventilations manuelles, quelles étaient les recommandations en termes de ventilation, ou si c'était des ventilations qui étaient réglées, en fait, programmées. Alors, on a généralement beaucoup de bâtiments où il n'y a pas de ventilation mécanique, où la ventilation mécanique est vraiment limitée, on va dire, aux sanitaires. Donc là, c'est important de vérifier et qu'elles soient entretenues régulièrement, que les gaines soient bien reliées. Quand il y a des ventilations dans les salles de classe, par exemple, c'est important là aussi de vérifier que les entrées d'air
présente généralement sur les fenêtres, mais ça peut être aussi directement dans les murs, dans certains bâtiments plus anciens. Donc c'est important de vérifier que les grilles d'entrée d'air ne sont pas obturées, parce qu'effectivement ça fait un apport d'air froid, mais il est nécessaire. Et vérifier que les équipements fonctionnent correctement, au moins pendant la période d'occupation. En dehors des périodes d'occupation, bien sûr, ces équipements peuvent aussi être mis sur horloge et arrêtés. Et puis, s'il n'y a pas de ventilation mécanique dans les salles de classe, par exemple, ou dans les bureaux, c'est important. Mais là, je dirais, le Covid étant passé par là, les bons gestes ont été adoptés et c'est important d'aérer régulièrement en ouvrant les fenêtres 5 à 10 minutes toutes les 2 heures, par exemple, pour faire baisser le taux d'humidité, le taux de CO2 et puis évacuer tous les vilains virus de l'hiver et autres. Guillaume, je ne sais pas si tu veux compléter. Oui, il y a eu ce qu'on a vu sur différents bâtiments scolaires, c'est la généralisation de capteurs de CO2 dans les salles de classe. Alors ça, c'est assez intéressant parce que ça permet de mesurer le taux de CO2 en direct. Et de se rendre compte qu'il y a... Donc ça a été des mesures qui ont été prises après le Covid par rapport à la question du renouvellement de l'air et de la qualité de l'air pour assurer la sécurité et la santé de tout le monde et des occupants des groupes scolaires. Donc ça, on a vu, on a été assez surpris en fait de voir les résultats parfois dans certains groupes scolaires, certains collèges ou lycées, de voir qu'il y a des dépassements assez importants des taux de CO2. Donc, il y a vraiment un travail qui a été fait sur la ventilation pour vraiment l'amélioration de la qualité de l'air dans l'ensemble des salles de classe. Donc ça, c'est un travail qui est fait, qui est en train d'être fait. Pour autant, ce qu'on voit aussi, c'est que ces centrales de traitement d'air, lorsqu'il y a une ventilation mécanique, ont tendance également à fonctionner 24 heures sur 24. Donc, on peut tout à fait augmenter le volume et le débit d'air en jeu lorsqu'il y a une occupation et ouvrir les fenêtres si nécessaire pour augmenter la ventilation et le renouvellement d'air, tout en s'assurant que pendant les vacances scolaires, par exemple, cette ventilation est bien à l'arrêt. Donc ça, ce sont deux choses complémentaires sur lesquelles je voulais revenir. S'il n'y a toujours pas de questions? Non, il n'y a pas de questions a priori. Alors, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant que je conclue? Peut-être d'expérience donc des différents concours cubes qu'on a pu vivre. L'un des points aussi très importants pour l'optimisation des réglages, pour le coup, c'est s'assurer de la bonne distribution de l'extinction du chauffage en fait hors occupation. Donc, comme on l'a dit, c'est au niveau du chauffage que les consommations d'énergie les plus importantes sont faites dans des établissements scolaires. Et donc, il y a un enjeu très important à s'assurer qu'il y ait bien un régulateur, une 23 voies, une extinction, une fermeture des 23 voies, donc des équipements techniques qui assurent la diffusion du chauffage dans l'ensemble des bâtiments soient faites. Donc ça s'assure, ça se réalise aux côtés de l'exploitant pour s'assurer que les réglages sont bien réalisés. Et là, on a des potentiels d'économie d'énergie très importants. Et on le voit de retour d'expérience, c'est pas toujours le cas dans les établissements scolaires. Donc, il y a souvent du travail à mener de ce côté-là. Ouais, tes marges de manœuvre sont importantes. Oui, tout à fait. Ce qui est à la fois une bonne nouvelle, c'est qu'il reste du travail à faire et du potentiel d'économie à réaliser. Oui, je confirme que tous les bâtiments sur lesquels on a pu intervenir et faire des petits suivis en posant, comme le précisait Guillaume, une instrumentation légère avec un suivi des températures sur à minima une semaine pour voir les périodes de nuit et de week-end. On a des dérives régulières où on nous dit qu'effectivement, normalement, il y a des réduits de nuit, de week-end, mais on observe régulièrement des dérives, soit des décalages horaires sur les horloges, soit effectivement des 23 voies qui ne fonctionnent plus correctement. Et donc, c'est important de bien vérifier ces fonctionnements. On l'a constaté sur nos propres bâtiments. Ok, bon, merci beaucoup. On l'a compris, merci pour cette intervention, c'était très clair. On a compris qu'avec la sensibilisation et les réglages, déjà, on pouvait faire des économies importantes. Donc, je pense que c'est un point important de votre intervention et je vous remercie parce que ça donne des idées pour les établissements qui veulent se lancer dans une démarche d'économie d'énergie.
Alors, il me semble qu'on a des questions, mais on ne peut pas encore les voir. alors On nous signale attendez, qu'il y a des questions qui ont été posées. je suis désolée, alors je vais essayer de les regarder. On entend qu'on peut consommer plus d'énergie si on arrête le chauffage pour le redémarrer et qu'il faudrait mieux maintenir une température minimum. Qu'en pensez-vous? Guillaume et Mireille, Qui est-ce peut-être qui pour répond? répondre? Tu veux peut-être commencer, Mireille? Je dirais ça, c'est ce qu'on entend, c'est des vieilles histoires. Non, enfin tout dépend quand même de l'inertie des bâtiments. Donc le redémarrage devra se faire plus tôt si le bâtiment a beaucoup d'inertie. Mais toutefois, si pendant 15 jours on réduit de la température de 19 à 8-10 degrés, non, il est clair qu'on fera des économies, même si on doit chauffer un peu plus pour retrouver une température de 19 au moment de l'occupation, même si on doit remettre le chauffage à une température de confort 24 heures avant l'occupation. Pendant tout le reste du temps, on aura fait des économies substantielles. Tout à fait. Je partage complètement cette analyse. C'est une idée qui a la dent dure, l'idée selon laquelle il vaut mieux réduire légèrement la température de chauffage, mais conserver en permanence une température de chauffage assez haute. C'est une idée qui a la dent dure. L'une des meilleures manières qu'on peut appréhender cette question, c'est que, par exemple, sur les systèmes de voitures, le stop and go s'est développé. C'est-à-dire que de plus en plus, on va vers des micro-extinctions, voire même du délestage, de l'effacement des réseaux, donc des micro-extinctions des systèmes, parce que même ces micro-extinctions permettent de faire des économies. Et ça a été mesuré. Donc tout l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir adapter les systèmes de chauffage et les systèmes énergétiques précisément à l'occupation et les éteindre dès que possible, les éteindre ou les réduire. On a une autre question, savoir si CUBES, alors c'est pas CUBES, hein, c'est Cube, si le concours Cube se fait sur une année scolaire ou civile. Alors le concours Cube, là, il a été assez. On a beaucoup de demandes en ce moment avec cette situation particulière énergétique qu'on est en train de vivre. Donc on rend, disons, l'adhésion possible à tout moment de l'année, y compris en période de chauffe. Donc actuellement, vous pouvez vous inscrire dès maintenant et partir sur une année donc civile en vous inscrivant dès maintenant au concours. Oui, mais donc c'est sur une année civile, c'est pas sur une année scolaire. Tout à fait, ouais, tout à fait. C'est sur l'année civile. Ok, alors je pense qu'on a répondu aux questions. Je suis désolée parce qu'il y avait la vidéo en fait qui a été diffusée, ils n'ont pas pu avoir le son. Donc c'était un retour d'expérience d'une jeune étudiante, une jeune élève en 4e qui disait qu'ils avaient fait qu'ils avaient fait des enquêtes pour les élèves de 6e. C'est ça, hein, Guillaume? Exactement. Et elle disait aussi qu'ils avaient étudié ce qui se passait dans le hall de l'école et que tous les élèves avaient pris conscience de l'importance de fermer les portes du hall parce que il y avait des grosses déperditions d'énergie à cause de ça. Mais vous l'aurez dans le support de présentation. Donc pour conclure, on vous a mis à la fin de notre présentation que vous allez recevoir un lien pour vous inscrire au concours Cube si ça vous intéresse. Et puis sur le site internet, vous trouverez vraiment beaucoup plus d'informations, plus détaillées en tout cas que ce qu'on vous a donné aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à la FNOGEC. Donc moi je m'appelle Clarisse Valkener, je travaille au pôle économie gestion. Et je travaille avec Sophie Pouvreau qui est plus particulièrement en charge de tout ce qui est en lien avec l'énergie, donc n'hésitez pas à la contacter ou à me contacter si vous avez des questions. Et puis je voulais vous rappeler aussi qu'on a publié avant les vacances de la Toussaint un MAC des OGEC avec un dossier spécial consacré à l'inflation où il y a de nombreux, il y a au moins 10-15 pages qui sont consacrées à l'énergie avec des conseils notamment sur la gestion des contrats et avec des conseils aussi sur comment réaliser des économies d'énergie. Donc ce MAC des OGEC, il est en ligne sur le site internet de la FNOGEC. N'hésitez pas à aller le consulter pour avoir plus de documentation sur le sujet.
Eh bien, merci beaucoup Mireille et Guillaume de votre intervention. J'espère que ça aura donné des conseils utiles aux établissements qui nous ont écoutés et à bientôt. Merci, à bientôt. Merci pour l'invitation, à bientôt.